Eh bien, Jean-Paul Sartre, j'aimerais savoir d'abord si ce 50e anniversaire coïncide dans le progrès de votre pensée et de votre carrière littéraire avec une étape importante, ou peut-être une conquête, ou peut-être encore un projet. Je compte, à partir de maintenant, me consacrer à un ouvrage d'anthropologie où j'essayerai de préciser des pensées qui sont restées naturellement sur un plan abstrait dans l'être et le néant. Et en même temps, ce 50e anniversaire coïncide à peu près à un effort que je fais de retour sur moi-même pour considérer non pas ce que je suis en tant qu'individu avec une histoire particulière, mais plutôt le chemin que les hommes qui, comme moi, ont 50 ans aujourd'hui, qui ont vu 2 guerres, qui avaient une quinzaine d'années quand la révolution russe a éclaté, qui ont assisté au nazisme, etc., le chemin qu'ils ont pu suivre et comment ils sont passés de ce qu'on appelait la belle époque d'avant-guerre à leur position politique et morale actuelle. Oui, je crois qu'on peut le dire, Jean-Paul Sartre, vous êtes en train de travailler à ce qu'il faut bien appeler une autobiographie. C'est cela. Seulement, je précise que, bien que naturellement je serais obligé de donner des détails particuliers, puisque c'est tout de même mon autobiographie et que je témoigne en tant que je suis moi-même en cause, cette autobiographie aura un caractère plus général. N'est-ce pas ? Ce qu'il s'agit surtout, c'est de montrer un chemin politique. Je ne m'arrêterai pas aux anecdotes individuelles, sinon en tant qu'elles peuvent être significatives et qu'elles peuvent avoir une valeur générale pour tous ceux de ma génération. Eh bien, puisque un anniversaire est volontiers l'occasion de faire le point et de voir son passé, j'aimerais vous demander, lorsque vous faites un quart de tour à gauche et que vous embrassez de profil la perspective de ce demi-siècle d'existence, ce qui vous paraît le plus marquant pour vous dans votre action, dans votre littérature, dans votre pensée philosophique. En bref, comment voyez-vous ce raccourci ? En gros, je suis parti d'un milieu bourgeois et intellectuel qui considérait la littérature comme une sorte de sacerdoce, et j'ai moi-même commencé par envisager la littérature comme cela, ce qui signifie que je n'étais pas très loin à un certain moment de notions comme l'art pour l'art, ou en tout cas la littérature se suffisante à elle-même. Et je crois que ce qui a été le plus important pour moi, c'est d'abord la guerre de 39, qui m'a fait découvrir une première mystification, dont j'étais à la fois la victime et le complice, puisque j'ai vécu dans l'idée, après 18, d'un progrès indéfini dans la paix, et je considérais toutes les manifestations, par exemple culturelles, de cet entre-deux-guerres, comme des témoignages de ce progrès, alors qu'en réalité, il a fallu tout reconsidérer en 1939, voir que nous avions vécu dans la menace d'une guerre qui a fini par se déclencher, et que les manifestations culturelles que je considérais comme des progrès étaient au contraire un signe des conflits de l'époque et des luttes, et annonçaient, sans qu'on ait pu le voir tout de suite en elles, ce conflit lui-même. Ensuite, le fait même de la guerre, du fait que j'étais soldat, du fait que j'ai été prisonnier, m'a fait prendre une conscience plus nette des problèmes sociaux dont j'étais assez éloigné, précisément à cause de ma formation et de ma culture. Le fait de rentrer ensuite dans une France occupée et en plein combat, à la fois extérieur et intérieur, contre le nazisme, m'a permis aussi de lier la littérature à ce combat lui-même. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait, dans certains cas, lutter pour le droit même d'écrire et conquérir la liberté de l'écrivain. Enfin, à travers les différents conflits et les différentes contestations et contradictions qui ont suivi la guerre, surtout à partir de l'éclatement de ce front de la résistance qui, malgré tout, nous avait donné encore une vue assez optimiste de la réconciliation des classes, j'ai suivi un chemin assez tortueux comme celui de tout le monde, avec des hésitations, des avancées, des reculs, mais qui a finalement
finalement conduit à prendre ma position d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que je dois conclure de ce que vous dites, Jean-Paul Sartre, que si les événements ne s'étaient pas produits tels qu'ils se sont produits, votre pensée n'aurait pas connu l'orientation qu'elle a aujourd'hui? À vrai dire, il est difficile de répondre à cette question parce que cette pensée ne s'est jamais distinguée des événements eux-mêmes, et ce sont ces événements qui m'ont formé, et comme tous les hommes de l'époque. Je veux dire, si vous voulez, qu'un homme n'est rien en dehors des événements qu'il vit et qui le forment. Mais pour autant qu'il y réagisse et il soit attentif. Qu'il y réagisse et qu'il soit attentif, ça c'est évident. Autrement dit, certes, sans la guerre, sans la résistance, sans l'éclatement de la résistance, je n'aurais pas été ce que je suis, mais d'autre part, j'étais précisément un de ces hommes, c'est-à-dire de ces millions de Français, qui étaient faits, sans même qu'ils s'en rendent compte, pour vivre ces événements-là, et dont la pensée devait se développer à travers ces événements. Je voudrais maintenant, Jean-Paul Sartre, que nous passions en revue très rapidement les différents secteurs de votre activité, à commencer par la philosophie. Votre philosophie de l'existence, comme toutes les philosophies de l'existence, n'est évidemment pas terminée, puisqu'elle n'est pas un système, mais qu'étant calquée sur la vie, elle est comme elle mouvante. Mais comptez-vous y ajouter? Le livre philosophique que j'ai publié, L'être et le néant, ne considérait que les caractères a priori et abstraits de ce que nous appelons la réalité humaine. C'est-à-dire ce qui n'est pas encore même l'homme, mais ce qui est, si vous voulez, les conditions abstraites pour que des hommes apparaissent et existent. Ce que je compte faire, et ce à quoi je travaille depuis d'ailleurs des années, c'est une sorte de recherche anthropologique. C'est-à-dire que, sans perdre de vue ces principes, je compte les compléter et surtout descendre dans le monde réel de l'histoire, de la pratique, de l'action, et tenter à mon tour, après tant de gens, d'essayer d'expliquer ce que c'est qu'un homme et ce que c'est que l'homme d'aujourd'hui. Je voudrais vous poser maintenant une question que j'ai souvent souhaité vous poser, qui est un peu en marge de votre philosophie. Lorsque vous énonciez vos principes de philosophie existentielle, lorsque vous écriviez à la première ligne de l'être et le néant, ce qui compte dans un vase, c'est le vide du dedans, est-ce que vous songiez alors mettre dans votre pensée, dans votre livre, ce mélange détonnant qui allait faire sauter la philosophie hors des livres, hors des universités? Je crois que le propre de la philosophie existentielle, comme d'ailleurs du marxisme, c'est qu'il est à peu près impossible de la concevoir autrement que dans la rue, dans le monde, liée à tous les problèmes les plus concrets comme les plus abstraits. Je crois que ceci ne vient pas de l'existentialisme lui-même, mais il vient, comme le marxisme l'a indiqué, des exigences de l'époque. Il y a eu déjà une époque où la philosophie était vraiment une manière de vivre, une attitude et une action. C'était l'époque grecque du temps des stoïciens et des épicuriens. C'était même déjà une lutte et elle reflétait les luttes civiles de l'époque. Pendant très longtemps, la philosophie a été l'affaire des professeurs, mais je crois que c'est l'époque elle-même, ce sont les 100 dernières années et l'évolution de l'histoire qui implique maintenant qu'une philosophie soit de nouveau totalement l'homme dans la pratique, dans l'action et dans ses luttes, qu'elle le reflète et, si elle peut, qu'elle l'éclaire. Oui, mais encore fallait-il lui donner un livre où l'époque se reconnaisse. Oui, mais je pense que ce livre, pour ma part, je n'ai pas encore tenté de le donner, ce sera plutôt celui que depuis des années je travaille. J'espère qu'à ce moment-là, l'époque s'y reconnaîtra, mais l'être et le néant ne représentent en lui-même que les premières approximations. C'est pas ce que je voudrais développer et ce qui fera, si vous voulez, que j'essayerai d'aller jusqu'au cœur de l'époque, si je le puis, c'est la notion même de situation, qui est une des notions essentielles de l'être et le néant. C'est ça. Eh bien, passons, voulez-vous, au roman maintenant. Vous nous avez laissé sur notre soif, sur les chemins de la liberté. Pour l'instant, je n'envisage pas
de reprendre ce roman, qui n'est certes pas abandonné et que je terminerai en son temps, mais je préfère, comme je vous l'ai dit, me consacrer à cette esquisse autobiographique, qui n'est naturellement qu'une première approximation, parce que ce que je pense de moi-même à 50 ans, ce n'est pas ce que j'en penserai à 60, mais il est nécessaire, je crois, de faire le point à un moment de sa vie. Et dans ces conditions-là, j'abandonne provisoirement les ouvrages de fiction pour essayer de me dire à moi-même et d'essayer de dire aux autres ce qu'est un homme de 50 ans en 1955. Eh bien, parlons aussi de politique, car il est indéniable que, par votre pensée, vous êtes devenu, dans le monde de la politique, un poids et un exemple. D'ailleurs, je crois qu'à cet égard, vous vous défendez de faire de la politique. Oui, je vous suis reconnaissant de me poser cette question, parce qu'elle me permet de répondre à une des objections les plus fréquentes de mes adversaires, qui est que je parle beaucoup de politique, mais que je ne fais rien. C'est-à-dire qu'on considère que je n'ai pas d'action et qu'en conséquence, tout ce que je puis dire n'est que faribole ou rêverie d'intellectuel. À quoi je réponds que je suis parfaitement d'accord avec eux, que l'action immédiate, la propagande du militant ou de l'homme politique ou de l'orateur politique, c'est une action que je ne puis avoir, que je n'ai pas. Mais ce que je considère comme le droit et le devoir d'un écrivain, qui veut essayer de refléter la totalité des problèmes de l'époque, comme tout écrivain doit essayer de le faire, c'est de dire son avis sur les problèmes politiques et de le dire profondément et de tirer les conséquences pour sa vie personnelle des accords, des fidélités, des alliances qu'il a choisies. En cela, je ne suis pas un homme d'action, et si j'ai, comme chaque écrivain peut l'espérer, quelque action, ça ne peut pas être une action immédiate. En conséquence, c'est un argument de mauvaise foi qu'on m'objecte quand on me reproche d'être écrivain et de n'être pas homme politique, car ce que je veux être, c'est être un écrivain qui a le droit et le devoir de parler des questions politiques, et surtout qui ne peut concevoir la totalité de son époque en la prenant du point de vue social. C'est ça. Eh bien, vous dites que vous considérez de votre devoir de parler de la politique. Vous le faites de deux façons, sous forme d'essai, dans les temps modernes, et vous le faites également sur les planches du théâtre, puisque vous donnez actuellement Nekrasov, qui est une satire des mœurs politiques actuelles. C'est surtout une satire des mœurs du journalisme. Cette satire m'a tenté, à la fois d'abord parce qu'elle reflète mes profondes indignations devant les procédés d'une certaine presse, et à la fois aussi parce que, d'une certaine façon, chaque pièce de théâtre m'est toujours apparue un peu comme un problème, et que, après avoir essayé un certain type de théâtre, avec des pièces d'une certaine espèce, j'ai voulu me poser le problème du théâtre satirique, qui est un théâtre que l'on ne trouve plus en France, qui a été abandonné pour des raisons qui sont à la fois sociales, parce que la situation est trop tendue aujourd'hui pour qu'une satire ne provoque pas des réactions assez violentes, et à la fois pour des raisons littéraires, parce que depuis le XVIIe siècle, nous sommes habitués à un théâtre d'intrigue et de caractère, et que la satire a petit à petit cédé la place à ce théâtre. Alors donc, il s'agissait d'une expérience que je faisais, à la fois pour savoir si une satire trouverait un public, et à la fois aussi pour savoir si je pourrais moi-même bâtir un drame satirique. Eh bien, je crois, Jean-Paul Sartre, qu'on peut dire que l'expérience est concluante. J'étais hier soir au Théâtre Antoine, et j'ai vu vraiment là une salle enthousiaste pour Nekrasov, et vibrante, et certainement heureuse qu'un auteur de votre talent ait renoué avec la grande tradition du théâtre satirique. Je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien pour les auditeurs de la radio suisse.